Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce midi pour le premier webinaire de la seconde saison de la participation sur le grill. Alors, ces webinaires, ils vous sont proposés par le groupe de travail Démocratie et Quartier populaire du Réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Vu que c'est la seconde saison, eh ben, évidemment, vous pouvez retrouver la première saison, les 4 replays, vu qu'il y a eu 4 épisodes, sur le site du réseau. On vous mettra le lien dans le chat. Première saison qui avait plutôt été consacrée à la manière de faire vivre la participation des habitants au-delà des instances qui leur sont dédiées, et puis un petit peu aussi à démocratiser l'action publique, la démocratisation de l'action publique. Concernant cette nouvelle saison, la saison 2, elle vise davantage à questionner la représentativité des classes populaires et plus particulièrement des habitants des quartiers politiques de la ville dans les sphères politiques. La séance d'aujourd'hui, que je laisserai mon collègue Guy-Laurent Sylvestre présenter juste après, elle sera suivie d'au moins 2 autres séances. Je vous invite donc d'ores et déjà à réserver les dates. Il y en aura une le jeudi 19 mars, midi 13h30, comme aujourd'hui, qui portera sur l'acceptation de l'altérité sociale dans l'activité démocratique. Et une troisième séance qui sera le 19 mai, aux mêmes horaires, sur la pluralité, l'autonomie et la reconnaissance des initiatives démocratiques aux yeux des institutions. Sur ce, Guy Laurent, je te passe la parole pour présenter la séance d'aujourd'hui. Eh bien, merci Rémi, j'ai l'impression d'être en radio. Ouais, voilà, pour vous lancer un peu sur ce sujet classe populaire et politique, mal représenté, donc maltraité, Rémi l'a introduit sur les questions de participation, en tout cas en politique de la ville, on peut avoir tendance, je vous fais part un peu de quelques éléments de réflexion qui nous ont amenés à ce sujet. On peut avoir tendance, ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais à être un peu trop sur des approches techniques de la participation, des outils de concertation, etc. Mais ce faisant, à force, parfois on peut perdre un peu la dimension citoyenne et politique. Encore une fois, c'est un peu des grosses généralités, ça englobe pas tout ce qu'on fait, les actions, etc. Mais c'est des tendances qu'on peut quand même observer. Et on s'est dit, en cette période d'année électorale, etc., ce serait quand même pas mal de reprendre un peu de hauteur, et notamment sur cette dimension politique. Quand on parle de participation citoyenne, ça en fait partie, mais parfois c'est presque un mot un peu tabou. Mais je parle bien de politique non partisane. D'où ce sujet. Et puis c'est vrai que quand on a commencé à se pencher sur les ouvrages de nos collègues, des intervenants qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, que je présenterai après, euh, pour ma part en tout cas, il y a une phrase, il y a un élément objectivé, hein, une donnée qui m'a un peu frappé. 32% des classes populaires, c'est 32% de la population française. Et je vous donne juste un autre chiffre que vous avez dû voir dans le petit texte introductif de l'invitation. 4% seulement des parlementaires. Voilà, sans aller plus loin, parce que c'est pas, on a des super intervenants qui vont bien expliquer, raconter tout ça. Quand même, ça interpelle, ça questionne pas mal, et c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait organiser ce temps-là, ce webinaire, pour prendre un peu de hauteur, se questionner sur tout ça, comprendre un peu mieux en fait tout ça. Alors, déjà, merci à vous sept. Je vais vous énumérer, mais je vous laisserai vous présenter bien mieux que ce que je pourrais faire. Juste dire une chose qu'on s'est dit juste avant, là, il y a 20 minutes, c'est qu'on sait d'avance que ça va être très frustrant parce que c'est un très gros sujet. Vous êtes sept super intervenants qu'on est ravis d'avoir avec nous, donc ça va être très frustrant pour vous, je pense, en termes de temps de parole et pour tous ceux qui nous écoutent. Mais la frustration, ça peut être très très bien. Ça peut, enfin, c'est ce qu'on espère, nous donner envie les uns et les autres d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus loin ces sujets-là, peut-être de reprendre contact avec les uns et les autres. Vous avez entendu, il y a déjà plein de liens qui ont été mis dans le chat. On en mettra d'autres. Et puis, il y a d'autres webinaires qui arrivent. Donc voilà, on espère en tout cas que cette frustration sera bénéfique et utile. Je m'arrête là. Je vais simplement vous remercier en vous nommant. Et puis comme ça lancera la première séquence. J'ai oublié de dire qu'on ferait le webinaire en 3 séquences sur 3 sujets. La première sur la représentation politique des classes populaires, état des lieux. La deuxième séquence, c'est à peu près 25 minutes à chaque fois. La deuxième, les effets de la mal-représentation. Et la troisième, comment démocratiser la représentation politique et les politiques publiques. Et donc pour cela, nous avons Annie Lameur et Toufik Valipuran du collectif Démocratiser la politique, qui ont notamment produit un rapport Tous les mêmes, portrait social de la France politique,
de 2002 à nos jours. Nous avons Manon Loisel et Nicolas Rioux, qui avaient sorti il y a un an ou deux, je crois, le rapport Pour en finir avec la démocratie participative, et un collectif de chercheuses qui sort très prochainement un ouvrage intitulé Élus des banlieues populaires, avec Claudette Lafay, Violette Arnoulet et Hélène Hadfeld. Les collègues, je vous passe la main. Merci à vous. Merci. Alors, on va sans tarder enchaîner sur la séquence 1 très rapidement, donc qui portera sur un peu l'état des lieux et la situation de la représentation politique et des représentations politiques aujourd'hui, en essayant voilà, de s'interroger sur et de remettre en cause aussi une idée convenue qui serait de dire que tous les groupes sociaux sont représentés de la même manière et à égalité. Donc pour ça, je vais d'abord laisser la parole pendant 5 minutes à Taufik pour démocratiser la politique. Ensuite, on enchaînera avec Claudette, donc pour le groupe de chercheuses qui ont contribué à la réalisation de l'ouvrage Élus des banlieues populaires. Et on donnera la parole enfin à Manon et à Nicolas pour partie prenante. Donc sans plus tarder, Taoufik, qu'est-ce que tu peux nous dire de la représentation politique des classes populaires? Merci Cyril, merci Guy Laurent, merci Hélène et merci à toutes et à tous. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ici pour représenter aux côtés de ma camarade Annie démocratiser la politique. Alors effectivement, de 5 minutes et je viens de mettre le chronomètre pour ne pas dépasser le temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en 1 minute, je vais vous présenter démocratiser la politique et en 3, 4 minutes, les principaux enseignements. Démocratiser la politique, c'est un projet qui est né il y a bientôt 4 ans à l'issue de la double séquence présidentielle puis législative 2022, où nous nous sommes rendus compte, nous, plusieurs personnes en lien avec des militants et des élus originaires des milieux populaires, que une nouvelle fois, les élections se préparaient sans des personnes qui étaient légitimes à aspirer à être candidates et candidats aux élections législatives. Légitimes de par leur trajectoire politique, de par leur trajectoire sociale, de par leur trajectoire militante. Et on a cette phrase qu'on aime bien répéter, où on dit, on s'est rendu compte qu'une nouvelle fois, on se faisait douiller. Donc à partir de là, on s'est dit comment on va factualiser, comment on va objectiver ce sentiment que la politique est l'affaire des mêmes et que cette affaire des mêmes a pour conséquence d'écarter des personnes qui sont totalement légitimes à aller en politique. Pour ce faire, on a monté un travail qui s'appuie sur plusieurs piliers. Je vais en sélectionner deux principalement. D'une part, le travail que nous avons mené sur 4 territoires avec des personnes originaires de classes populaires, donc à Roubaix, à Amberieu, en Bugey, dans l'Ain, en région parisienne et à Marseille. Des personnes élues ou pas, jeunes ou moins jeunes, qui avaient envie de prendre part à un travail où on s'écoute, où on se raconte et on commence à disséquer de l'individuel vers le collectif ce que c'est que l'expérience de venir de milieu populaire et d'être en politique. Et d'autre part, on est allé regarder de la donnée qui n'était pas utilisée jusqu'à présent, la donnée sur les candidates et les candidats aux élections. Cette donnée devrait être en open data, devrait être disponible publiquement, mais elle ne l'est pas. Donc, on a fait une demande auprès des équipes du ministère de l'Intérieur, on a déposé une requête et on a obtenu des fichiers qui correspondent à 20 ans de données sur les candidats et les candidates à toutes les élections en France. Il nous a fallu beaucoup de temps pour retraiter ces données, pour l'harmoniser, pour corriger des biais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle jusqu'à présent, personne ne s'était vraiment attaqué à cette donnée. Dans la sociologie politique, on s'intéresse beaucoup à qui vote, mais pas à qui est élu. La seule donnée que vous avez vue jusqu'à présent, c'est sur les parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui est et qui marque les esprits, et c'est plutôt facile de le faire. Donc nous, on s'est attaqué à l'ensemble des échelons de la vie politique depuis 20 ans. Voilà pour la démarche. Et je vais vous résumer en quelques mots les grandes informations. C'est un rapport qui fait une 140 pages et on a 3 ans de travail, donc c'est pas évident. Mais maintenant que je vous ai parlé de la méthodologie et du projet, je vais vous donner trois choses importantes. La première, tu l'as exprimé en introduction, Guy Laurent, c'est que donc on a, d'après l'INSEE, 32% de l'ensemble de la population au-dessus de 18 ans qui appartient aux classes populaires. On en a 22 qui appartiennent aux classes moyennes, 14 aux classes supérieures ou dominantes et 32% de retraités. Voilà. Euh, ce que nos chiffres montrent, c'est qu'il y a une appétence des classes populaires pour la politique. C'est-à-dire que aussi bien pour les municipales que pour les autres élections,
on a une forte mobilisation de personnes originaires de classes populaires en politique. On appelle ça, nous, l'escalier du pouvoir, et vous le verrez, on vous enverra les graphiques. L'escalier du pouvoir, c'est quoi? C'est que grosso modo, euh, plus on monte dans la hiérarchie des élections, plus le pourcentage de personnes appartenant aux classes populaires effectivement élues diminue. Quand on vous dit ça, c'est pas une surprise, mais les chiffres sont éloquents. Donc, 4%, tu l'as dit, d'élus de classe populaire aux dernières élections appartenant enfin, à l'Assemblée nationale, 23% de candidats de classe populaire à l'ensemble des élections pour 32% de la population. Donc, première information importante, quand on vous dit que les classes populaires ne s'intéressent pas à la politique, d'un point de vue électoral, c'est faux. Voilà, c'est faux et archi faux. Euh, L'escalier du pouvoir qui régresse pour les classes populaires, c'est l'inverse du côté des classes dominantes, et très largement l'inverse. Petite information, on s'approche des 5 minutes, c'est que on retrouve cette tendance dans l'ensemble des partis, des blocs politiques, bloc de gauche, bloc de droite conservateur et extrême droite, mais dans l'extrême droite, c'est plus nuancé du côté des classes populaires. Première chose. Deuxième chose, et je vais vite, c'est qu'il y a une tendance à la baisse. C'est-à-dire que les classes populaires candidatent moins et sont moins élus aux élections. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas de l'autocensure. Notre travail démontre que c'est le résultat d'un système sociopolitique. C'est le résultat de la mainmise des classes dominantes qui façonnent la politique à leur image. Et troisième information, on en reparlera, j'espère, c'est qu'on a modélisé ce qu'on appelle le plafond de verre aux élections municipales. Qu'est-ce que ça veut dire le plafond de verre aux élections municipales? C'est qu'on a pris sur l'ensemble des élections, on a réparti les listes, les positions sur les listes en déciles. Donc, premier décile de candidat, deuxième décile, troisième décile. Voilà. Donc, sur une liste de 30, le premier décile, c'est les trois premiers. Et on a pu modéliser le plafond de verre par classe sociale. Et là encore, c'est éloquent, quelle que soit la géographie, et je tiens à le préciser, donc qu'on soit en centre-ville, en périurbain ou en commune rurale, c'est extrêmement clair. On a un plafond de verre qui démontre aujourd'hui l'impossibilité collective et systémique pour les candidats de classe populaire à faire leur place en politique. Et je le redis et je m'arrête là, ce n'est pas du hasard, c'est la conséquence de l'organisation politique par les classes dominantes. Très bien, merci Taoufik. Quelle efficacité, 5 minutes, pile poil. Donc tu viens de nous expliquer dans les grandes lignes qu'il y avait vraiment des mécanismes d'absentisation des classes populaires au niveau de la représentation politique et du pouvoir politique. Si on se penche maintenant, si on fait un focus sur la Seine-Saint-Denis, et là je me tourne vers Claudette, qu'est-ce qu'on peut observer? Est-ce qu'on observe en gros la même situation voilà, à la loupe? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes? Qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation politique en Seine-Saint-Denis à partir du travail que vous avez effectué, Claudette? Alors, bonjour à tous. Claudette Lafaille, je suis sociologue et membre du LAVU. Alors, notre équipe, comme tu viens de le dire, s'est intéressée au renouvellement des élus des banlieues populaires à partir de la Seine-Saint-Denis. Et donc, pour ce faire, nous avons mené une enquête au long cours, combinant une approche quantitative et qualitative. Nous avons donc recensé les candidats, les élus, les exécutifs aussi municipaux et communautaires lors des élections de 2001, 2008, 2014 et 2020 au sein des 40 communes donc, du département. Nous avons aussi mené 60 entretiens approfondis entre 2014 et 2024 auprès de 48 candidats et élus, certains ayant donc été rencontrés à plusieurs reprises. Notre propos a été d'interroger l'écart entre représentants et représentés aux élections municipales et d'identifier donc où se situait le plafond de verre pour les classes populaires, comme DLP, pour les femmes et pour les populations racisées. Alors, qu'entendons-nous par population racisée? Il y a aujourd'hui clairement un consensus scientifique sur l'absence de fondement biologique à la notion de race. Donc, ce n'est pas de ça dont il est question. Pour autant, les processus de racisation continuent d'exister à travers tout un ensemble de rapports sociaux, d'assignation, de hiérarchisation et de domination. Et ils se manifestent donc à travers des inégalités, des discriminations et du racisme. Quels sont nos résultats? 3 résultats. Nous montrons tout d'abord l'existence de 3 inégalités articulées entre elles. D'abord, une inégalité sociale massive, convergente avec les résultats de DLP,
Dans le territoire populaire de la Seine-Saint-Denis, cette inégalité prend un tour beaucoup plus aigu parce que ce territoire a été marqué par l'histoire de la banlieue rouge, laquelle a permis jusqu'à la fin des années 1970 l'accès donc de membres de la classe ouvrière à la représentation politique. Alors qu'ouvriers et employés totalisent aujourd'hui encore 53 de la population active du département, ils ont disparu, ou quasiment disparu, de la représentation municipale. En 2020, seuls 1% des élus sont ouvriers et 10% sont employés. Ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures qui dominent. Nos résultats sont convergents avec DLP. Deuxième inégalité ou deuxième problème de représentation, c'est celui du genre, et cela en dépit des lois sur la parité. Si depuis 2001, les femmes représentent la moitié des candidats, leur part au sein des élus demeure toujours un peu inférieure à 50%, car les têtes de liste demeurent le plus souvent des hommes. Elles progressent au sein des exécutifs municipaux entre 2001 et 2020, mais demeurent encore très minoritaires au poste de pouvoir. 9 adjointes aux finances, 9 au personnel et 6 à l'urbanisme en 2020 en Seine-Saint-Denis. Elles ne représentent qu'un tiers des exécutifs des 4 établissements publics territoriaux, qui sont au demeurant tous présidés par des hommes, et elles sont 5 sur 40 à être élues maires en 2020, au demeurant taux le plus faible de l'Île-de-France. Bref, comme cela a été montré par ailleurs, en Seine-Saint-Denis, la parité demeure un processus inachevé. Alors, qu'en est-il maintenant de la représentation des populations racisées ? Sur ce point, nos résultats viennent partiellement mettre en question nos hypothèses de départ. En effet, comme le montre le graphique affiché qui compare l'évolution de la part des personnes racisées au sein des candidatures, des conseils municipaux et des bureaux municipaux entre 2001 et 2020, le plafond de verre est repoussé à chaque élection. On observe un bond en 2008, élections qui font suite aux révoltes urbaines de 2005, puis une progression régulière, tant au sein des candidatures, des conseils que des bureaux municipaux. Même si les populations racisées demeurent très certainement sous-représentées, le plafond de verre est clairement crevé. Pour autant, comme pour les femmes, il demeure au niveau des délégations majeures tout en se fissurant, comme pour les femmes. En 2020, 9 adjoints aux finances et 9 à l'urbanisme sont ainsi racisés en Seine-Saint-Denis. Dans les EPT, les personnes racisées représentent 31% des élus et 23% des exécutifs. Le plafond de verre se fissure aussi chez les maires, mais plus tardivement. Un seul maire racisé, Azzedine Taïbi Astin, est élu en 2014 et ils sont 7 en 2020. Par contre, là où il est bien solide, c'est pour les femmes racisées. Myriam Darkaoui à Aubervilliers, Samira Tayebi à Clichy-sous-Bois n'ont occupé la fonction que le temps d'un intérim, de 4 ans pour la première, de 10 mois pour la seconde. Je m'arrête là, j'ai un peu dépassé. Merci beaucoup, c'était parfait en termes de timing et très intéressant en termes de contenu. Donc on voit bien l'intérêt d'une approche intersectionnelle aussi qui permet de voir effectivement de confirmer des résultats qui sont partagés par DLP, mais de les affiner en voyant aussi la singularité de la situation en Seine-Saint-Denis. Si je me tourne maintenant vers Manon et Nicolas pour partie prenante, de là où vous êtes, c'est-à-dire de votre travail d'accompagnant et accompagnante des collectivités territoriales et d'auteurs et d'autrices d'un ouvrage critique sur les questions de participation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces dynamiques de représentation politique? Oui, merci beaucoup Cyril et toute l'équipe pour l'invitation. On est ravis, nous, d'avoir l'occasion de mettre en dialogue nos réflexions, questionnements avec les travaux de DLP qu'on a suivis avec beaucoup d'intérêt et puis avec ce travail de recherche sur la sociologie des élus de Seine-Saint-Denis. On est impatient de voir le bouquin sortir. Nous,
voilà, on porte un regard qui est un peu différent, hein, qui est moins objectivé. On n'a pas fait de travail quantitatif, qui est plus intuitif, plus basé sur notre expérience d'accompagnement des collectivités locales, notamment sur la politique de la ville. Et on est effectivement quand même assez marqué par le décalage entre les personnes dont on parle pour construire l'action publique et les personnes avec qui on en parle. Et là, il y a un vrai décalage sociologique. On ne sait pas s'il s'accentue ou pas, mais ce qu'on voit, c'est qu'il est d'autant plus problématique quand les inégalités augmentent sur un même territoire, quand la ségrégation spatiale persiste. Et un peu les effets de décalage que ça peut provoquer, qui, à notre sens, ne sont pas complètement étrangers à un phénomène un peu de démonétisation de la politique de la ville dont on avait pu parler ensemble il y a déjà 4-5 ans. Peut-être deux compléments par rapport à ce qui a été présenté. Moi, j'aurais bien fait le lien avec l'abstention. Parce que quand même, ce qui me frappe, moi, en lisant le rapport de démocratiser la politique sur la démocratie de l'entre-soi, c'est de voir que, en gros, la sociologie des élus correspond à la sociologie des votants. Et que la sociologie des abstentionnistes, aux surprises, correspond aux profils qui sont invisibilisés dans nos assemblées en général et nos assemblées municipales en particulier. Et je pense que c'est essentiel de le pointer parce que les deux se renforcent mutuellement en faisant en effet double peine en matière d'inégalité de représentation. Et puis ça jette aussi une autre lumière sur l'abstention qu'on peut prendre comme une forme de critère d'évaluation de la capacité des élus dans leur ensemble à représenter leur population. Et puis, deuxième forme d'entre-soi, je complète, c'est celui qu'on repère entre les personnes qui sont élues et l'administration. Dans notre bouquin, on parle beaucoup de la place et du rôle de l'administration, et pour cause, c'est notre interlocuteur principal, nous, en tant que consultants. Et ce qu'on repère sur les effets de cet entre-soi politique sur l'administration, c'est une dynamique un peu paradoxale d'une certaine façon. C'est que on repère que c'est un mécanisme dans lequel ça arrange et ça dérange l'administration de façon simultanée. Ça arrange l'administration puisqu'il y a une forme de grande proximité entre la sociologie des élus et la sociologie d'une partie des directions dans les administrations. Et donc, ça veut dire qu'on partage des codes en commun, un langage en commun, etc., etc., entre élus et administration. D'ailleurs, une partie des élus sont des anciens de l'administration ou sont des actuels de l'administration. Donc ça arrange. Et en même temps, on voit bien que ça dérange. On a tout un tas d'interlocuteurs qui nous disent à quel point il y a une forme de perte de sens dans leur métier, justement parce que ce décalage sociologique entre les élus et la population génère des biais de représentation très forts. Donc parler petite enfance quand on est DG à la petite enfance, parler petite enfance avec un élu qui a plus de 70 ans, c'est compliqué. Parler problème de précarité avec un élu qui a un niveau de revenu élevé pour tout un tas d'autres raisons et de capacités financières accumulées dans sa trajectoire professionnelle, c'est compliqué. Donc ça a des effets, voilà, ça arrange et ça dérange, des effets paradoxaux. Manon, du coup, bah, c'est bien parce que ça fait déjà la transition avec la séquence 2 sur les effets de ces logiques de malreprésentation. Est-ce que maintenant je vais laisser la parole à mes camarades qui gèrent le chat? Est-ce qu'on a des questions, interrogations, remarques? Oui, Merci en tout cas, hein. Vas-y, on pardon. a, on a une question. C'est la dernière du chat sur revenir sur l'explication du système mis en place pour rendre impossible la participation et revenir sur le mécanisme d'absentisation. Alors, je vais Non, essayer il y en a d'y qui ont. répondre de manière très très courte. Cécile, désolé, ce sera frustrant, mais je vous inviterai à aller voir le rapport et puis on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Euh, alors, en fait, je vais répondre en deux temps. La première chose, c'est que lorsqu'on parle avec des responsables politiques, aussi bien au niveau local, mais a fortiori national,
et qu'on leur pose la question pourquoi il y a une si faible proportion de personnes originaires de classes populaires sur vos listes, dans vos organisations, au parti. Très souvent, les réponses sont centrées sur des individus, c'est-à-dire que, grosso modo, euh, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. Ils doivent donc quand je mets en valeur ces réponses, je ne juge pas la sincérité des réponses. Voilà, donc je prends ces réponses comme étant sincères. Mais vous voyez qu'elles sont pointées et vous voyez, c'est souvent c'est l'autocensure, c'est il faut les accompagner, il faut les former, etc. Donc ça, c'est la réponse des personnes en place pour expliquer l'absence. Voilà, l'absence. Chez Démocratie de la politique, le travail que nous avons mené pendant 2 ans, écouter, faire se rencontrer, dialoguer, débattre des personnes originaires de classe populaire, c'est qu'en fait, qui peut paraître comme des mécanismes qui proviennent des personnes, en fait, sont des mécanismes qui proviennent de l'organisation du système. C'est comme la reproduction sociale décrite par Bourdieu et d'autres. En fait, elle n'émane pas de la volonté intentionnelle de reproduire ou d'exclure. Elle émane du fonctionnement même des organisations. Je vous donne un exemple. Quand on organise des réunions de partis ou politiques entre 19h et 21h ou plus tard, on sait très bien que de par l'organisation patriarcale de la société, on va se retrouver avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. On sait très bien que les personnes qui vivent à un endroit et travaillent à un autre endroit parce que ce sont des travailleurs pendulaires ou autres auront plus de difficultés à être présents. Et on peut aller beaucoup plus loin. Là, on est vraiment sur des questions de base, et je termine pour laisser la place à d'autres questions. Mais euh, là où le système sociopolitique devient problématique, c'est qu'en fait, il va opposer, via tout un tas de mécanismes, des personnes originaires de classe populaire à leur milieu d'origine, parce qu'ils vont devoir faire des choix politiques contraires à leurs intérêts de classe. Parce qu'ils vont devoir affronter comment dire, des soupçons d'opportunisme ou de trahison. Voilà, on a listé comme ça une vingtaine de travaux, on appelle ça les travaux d'Hercule, qui démontrent que ce qui est perçu, je termine là-dessus, comme des freins individuels, comme des limites individuelles, sont en fait des problématiques qui résultent de l'organisation du système. Donc, Cécile, ma réponse sera probablement frustrante, mais je peux pas rentrer plus dans le détail là, vu le temps qui est le nôtre, mais je voulais vous donner la logique qui est de passer de problématique individuelle à une problématique collective. Du coup, il y a quelques autres questions qui sont arrivées. Il y en a une sur la possibilité de passer par le tirage au sort de citoyens pour figurer sur des listes électorales. Est-ce que c'est une démarche que vous avez étudiée? Et peut-être une autre question sur est-ce que tout ce qu'on se raconte là s'applique aussi sur les milieux ruraux? Je vais le faire en vraiment 30 secondes. Merci, Claudette. On a dans notre rapport, et ça figure sur notre site internet, une cartographie de la France par canton de la surdomination des candidats originaires de classe supérieure, de classe dominante, aux élections. Et on a cette même cartographie, et donc je mettrai le lien qui est en libre accès. On peut le faire aussi, au contraire, sur la surdomination des classes populaires, donc par rapport au territoire, aux élections. Ce qu'on voit, Jean-Jacques, et qui permet aussi de venir appuyer la réponse à la question posée par Cécile, c'est que les seuls endroits où les classes populaires sont surcandidates par rapport à leur poids dans la population au niveau local, c'est les endroits où les classes dominantes ne sont pas en surdomination. Et on appelle ça dans notre rapport, vous pourrez le feuilleter, la diagonale du désintérêt politique des élites. Donc c'est la diagonale du vide qu'on a tous à peu près vu à l'école et qui est contestée par les géographes. Nous, en regardant où les classes supérieures sont sont surcandidates et où est-ce qu'elles sont sous-candidates, on a vu réapparaître cette diagonale du vide. Et donc, elle démontre deux choses. Un, que ce n'est pas qu'une histoire urbaine ou rurale, c'est vraiment l'effet de la volonté ou pas des classes dominantes d'occuper un territoire. Et de deux, encore une fois, que c'est pas juste lié à un mécanisme d'autocensure, c'est lié à la place qu'elles décident d'occuper. Voilà. Donc, ça figure dans le rapport, la diagonale des intérêts politiques des élites. Et bien sûr qu'il y a des nuances, pardon, en fonction de la géographie, du type de territoire, mais
euh, elles sont pas suffisamment significatives pour opposer la France des bourgs et la France des tours. Par ailleurs, je vous fais un renvoi vers ce livre qui vient de sortir, qui est fantastique, Nouvelle cartographie électorale de la France, qui appuie également dessus. Je pense que ça serait très très chouette que vous rencontriez Youssef Souidi, qui fait un travail remarquable avec Thomas. Voilà, je me tais. Merci pour ces compléments. On va passer maintenant à la deuxième séquence. Effectivement, là, on a bien entendu que malgré des méthodes, malgré des corpus, malgré des interlocuteurs différents, on arrive, vous trois arrivez à des convergences de résultats quand même qui parlent de la mal-représentation des classes populaires dans la politique. Euh, Maintenant, on va se poser la question de quels sont ces effets. Est-ce que cette malreprésentation parmi les élus a un impact sur la construction des politiques publiques? Est-ce que les besoins des classes populaires sont moins pris en compte? Euh, et pour cette séquence, on va donc passer la parole d'abord à Nicolas Rio et à Manon Loisel, deux parties prenantes, puis à Violette Arnoulet pour élue des banlieues, et enfin à Annie Lamère pour démocratiser la politique. À vous. Merci Hélène. Là aussi, une première tentative de réponse en s'appuyant sur l'expérience de nos missions d'accompagnement des collectivités. Et ce qu'on voit, c'est que cette mal-représentation des classes populaires, c'est pas uniquement un problème démocratique et politique, c'est aussi un problème d'action publique. Et c'est en ça que ça nous concerne, et c'est pour ça que c'est important que les centres de ressources politiques de la ville fassent une vision là-dessus et s'emparent du sujet. Pour deux raisons, deux impacts que ça peut avoir. Un, ça a un impact sur la qualité de l'action publique. Et ce qu'on a observé, nous, en travaillant avec les professionnels de la politique de la ville, c'est l'inadaptation des politiques publiques à la réalité du vécu dans les QPV. Et c'est vrai sur les politiques de transition écologique, de mobilité, c'est vrai aussi sur les politiques sociales. Et c'est ça qui fait, pour le dire de manière un peu caricaturale, que on va consacrer plus de financement sur les actions sur la laïcité que sur la réparation des ascenseurs. C'est un peu brutal de le dire comme ça, mais globalement, c'est quand même fortement lié à la malreprésentation des classes populaires. Et puis, il y a un deuxième effet qui est lié à l'impact de ces inégalités de représentation sur la capacité à produire une action publique juste et à tenir cette promesse d'égalité démocratique selon laquelle chaque personne compte à part égale. Je serais vraiment détaillé là-dessus, mais moi je vous donne juste un exemple qui m'avait marqué dans une grande métropole avec qui on avait travaillé sur l'exemple de la rénovation des écoles et qui nous disait, mais en fait, dans tous nos plans stratégiques, on considère qu'il faut commencer par rénover les écoles des quartiers les plus paupérisés parce que c'est là que le besoin est le plus important. Sauf que quand on regarde en pratique où vont nos financements et nos ressources, bah, en fait, elles vont plutôt dans les quartiers priorisés parce que c'est là que les parents se font entendre, se gueulent le plus fort parce qu'ils sont aussi en contact avec les élus quand ils ne sont pas eux-mêmes élus. Et toujours sur cette logique des effets concrets de la malreprésentation, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il y a cette entrée par les classes populaires qui est très marquante, mais qu'il y a aussi d'autres vécus ou d'autres réalités de vie qui sont totalement invisibilisées dans le casting de nos élus, quoi. Et notamment, un des trucs qui nous marque beaucoup, c'est l'invisibilisation ou l'absence totale des locataires dans nos conseils municipaux et conseils communautaires. En gros, on est un peu dans une démocratie qui fonctionne comme une AG de copropriétaires, où c'est la plupart du temps celles et ceux qui sont propriétaires qui ont la parole et qui invisibilisent totalement la voix des locataires. On avait été très marqué par un exemple d'un élu d'une petite commune dans le périurbain de Nantes qui nous disait, bah, nous, dans la commune, on a 50% de locataires, 50% de propriétaires.
à peu près 50% de gens qui vivent dans des logements collectifs et 50% dans des pavillons. Et notre conseil municipal, c'est 100% des propriétaires dans des pavillons. Et ça a des effets très concrets, bien évidemment parce que quand on ne vit pas une certaine réalité, on est beaucoup moins en mesure de les porter dans les choix d'action publique. Et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, au moment des orientations dans un PLUIH, un plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, eh ben, on ne va pas porter les enjeux à hauteur de locataires, quoi, du point de vue des locataires. Ça a aussi des conséquences très concrètes parce que quand on est propriétaire, et ben, dans le dialogue avec un bailleur, on va se positionner du côté des propriétaires et plutôt du côté du bailleur plutôt que du côté des locataires. Donc vous voyez, ça a des effets très concrets et donc on a tendance à plaider pour le fait de regarder par catégorie sociale, mais aussi par d'autres types de catégories qui sont invisibilisées, notamment les locataires. Merci Manon et merci pour ces exemples très concrets. Euh, Violette Arnoulet, si vous voulez poursuivre. Donc, Juliette Arnoulet, je fais partie de l'équipe qui a écrit le livre Élus de banlieue populaire. Dans cette séquence, en fait, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la représentation politique des minorités racisées qu'on définit dans l'enquête comme les immigrés postcoloniaux et leurs descendants, puisque ça fait un peu l'originalité de notre travail dans ce panel. D'abord, sur la question des effets, peut-être dire que, comme la question de la représentation des classes populaires, l'entrée des personnes racisées dans les conseils municipaux, c'est une lame de fond. C'est pas un phénomène qui est marginal. Et en 2020, choisir un candidat racisé ou collaborer avec un élu racisé dans un conseil municipal, c'est devenu assez banal en Seine-Saint-Denis, comme c'est le cas pour les femmes. C'est une situation qui constitue un changement profond vis-à-vis de la situation précédente. Je voulais vous montrer deux cartes. Sur les deux cartes, là, vous voyez à gauche la situation de 2001. Ces cartes, elles représentent la part des élus racisés dans les conseils municipaux dans les différentes communes de Seine-Saint-Denis. Donc en 2001, la norme, c'est l'exclusion politique des personnes racisées. Donc comme vous le voyez sur la carte, là, il y a beaucoup de communes qui ont aucun élu qui appartient à une minorité visible. Et dans les communes où ces élus ils se sont fait une place, ils sont des exceptions. Donc ils se trouvent assez isolés. La plupart des conseils municipaux comptent moins de 10% d'élus racisés, donc ça fait un ou deux élus par conseil municipal. En 2020, c'est une situation très différente, on l'a dit. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une évolution qui concerne tout le territoire, même si ça se fait à des degrés divers. Ça a commencé dans les villes anciennement ouvrières, dans laquelle il y a une forte population de personnes immigrées ou descendantes de l'immigration, et qui sont aussi des villes qui étaient marquées par l'histoire politique du communisme municipal. Donc ça a démarré à La Courneuve, à Aubervilliers, à Stains, à Bobigny. Mais ça s'y limite pas. Et aujourd'hui, les villes qui ont moins de 10% d'élus racisés, elles sont très peu nombreuses. Et ça va être des petites communes qui, en fait, comptent très peu d'élus. Ça va être les Lilas, Coubron, Villemont, Gournay. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément pour mesurer les effets, c'est aussi de comprendre que cette évolution, elle a un caractère transpartisan, puisque les principales forces politiques du département y contribuent. Alors, dans ce tableau, qui n'est pas très lisible, désolé, on voit les principales forces politiques du département par nombre d'élus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à droite comme à gauche, on a une forte proportion d'élus racisés qui arrivent. Et on constate même que certaines villes de droite, c'est le cas de Gagny ou de Neuilly-sur-Marne, ont élu des maires racisés en 2020 ou au cours du mandat. Euh, donc c'est un changement massif. Si on essaye de regarder les effets politiques de ce changement, en termes de représentation, ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique de diversité au sein des conseils municipaux, elle remet pas en cause la mauvaise représentation des classes populaires. C'est des fois une idée qu'on a que minorité racisée et classe populaire, ça serait la même chose, et ben c'est pas le cas. Et les élus racisés, ils appartiennent comme les autres plus souvent aux professions intellectuelles supérieures ou aux cadres. Ce qu'ils ont de spécifique en général, c'est qu'ils sont plus jeunes et qu'ils sont en ascension sociale. Donc c'est souvent des gens qui sont d'origine populaire sans être eux-mêmes des ouvriers ou des employés. En termes de projet politique, nous, on n'a pas travaillé sur l'action publique, mais par contre, on a interrogé les élus qu'on a rencontrés sur leurs valeurs et leurs projets. Là aussi, il y a des effets assez limités. On ne constate pas vraiment une politisation accrue de la question des discriminations, de la question de la diversité ou du racisme dans les programmes portés par ces élus-là. Dans les élus qu'on a rencontrés, ils sont assez peu nombreux à se saisir très directement de ces enjeux ou à revendiquer une forme de représentation spécifique. Peut-être une exception dans ce champ, c'est le maire de Stein, Asdin Taibi, qui au cours de son second mandat, donc c'est peut-être aussi sa longévité qui lui permet ça,
s'est saisi et s'est exprimé publiquement sur le racisme et a accueilli dans son administration, mais aussi dans son entourage politique, des militants antiracistes ou des militants des quartiers populaires bien repérés. Enfin, dernier point avant de laisser la parole, en termes de discrimination et d'expérience du racisme dans le champ politique, l'évolution du personnel politique local, elle s'accompagne d'une persistance des formes de discrimination, d'une persistance des formes de racisation ou de racisme qui sont vécues par ces élus au cours de leur mandat. C'est aussi quelque chose qui nous intéressait. Est-ce qu'ils arrivent à faire changer les choses? Est-ce qu'ils arrivent à faire changer l'ambiance? Bah, c'est pas encore le cas. Il y a quelques élus, souvent des élus de premier plan, qui ont fait l'objet d'attaques racistes très virulentes. Donc, de nouveau, le cas du maire de Stein, il y a eu une descente de l'Action française à la mairie de Stein au cours du dernier mandat. C'est aussi le cas du maire de Villetaneuse, Dieu Nord Excellent, qui a été accusé de faire du vaudou, de faire de la sorcellerie. Donc là aussi, des attaques qui le mettaient en cause voilà, avec un fond raciste. Mais c'est pas la situation la plus fréquente. Ce qui est le plus fréquent, c'est une forme de racisme à bas bruit, de racisme ordinaire. On a des élus qui témoignent du fait qu'on écorche leur prénom, qu'on leur pose des questions sur le ramadan, qu'il y a des difficultés à comprendre ce qu'ils disent, etc. Donc c'est des formes de racisme à bas bruit qui interrogent sur la capacité de ces élus à se maintenir. En fait, on s'est vraiment dit que là, ce qui se passe pour les prochaines municipales, un des enjeux, c'est est-ce que ces gens, ils vont se représenter et donc aussi progresser dans la hiérarchie des élus, euh, parce que voilà, ils vivent des formes d'usure, des formes de dégradation de leur sentiment de légitimité qui sont pourtant nécessaires pour porter des politiques ambitieuses, notamment sur le plan des discriminations, mais pas seulement. Merci. Oui, merci Violette pour oui, sur cette mise en perspective qui effectivement illustre bien concrètement bah, à la fois le caractère assez inédit et les défis qui sont relevés par ces questions de représentation. Euh, pour revenir sur les effets de la malreprésentation, du côté de démocratiser la politique, Annie Lamère, euh, comment vous souhaitez intervenir? Alors, oui, alors moi, je voulais juste rappeler, enfin, moi, je suis une des co-chercheuses donc, de démocratiser la politique. Et moi, je fais partie de celles et ceux, militantes, élus, qui ont vécu, qui viennent qui sont issus d'un milieu populaire et qui ont vécu ben, le plafond de verre. Donc, ce que nous avons constaté, alors je voulais rappeler aussi que dans notre collectif, nous avons des femmes qui représentent les gens du voyage, une association du nord de la France. Et c'était hyper intéressant d'échanger aussi avec elles. Ce plafond de verre, c'est pas un refus clair, c'est pas un mur, mais des freins qui sont souvent invisibles. On a moins de réseaux, moins de légitimité, moins d'opportunités. Et on n'a souvent pas un capital culturel et économique élevé. Et donc, dans le rapport de démocratiser politique, on montre que ces freins sont structurels. Ça produit des effets qui sont concrets, hein. Et ce qu'on peut voir, c'est la fracture démocratique. Les élus ne ressemblent pas à la société, ça a été dit. Les classes populaires sont absentes du pouvoir alors qu'elles représentent la majorité. Et donc, les citoyens se sentent loin des institutions, ils se désintéressent, ils décrochent, ils s'abstiennent. Et pour nous, la démocratie se fragilise. Ce n'est pas un désintérêt, c'est un effet direct de l'exclusion. Le deuxième effet, c'est la concentration du pouvoir. Même quand les classes populaires s'engagent, elles sont rarement là où ça se décide vraiment. Ça a été rappelé tout à l'heure qu'on a peu d'adjoints qui sont, enfin, c'est pour les racisés, mais c'est aussi pour les gens issus des classes populaires. Quand on voit, quand ils arrivent dans des exécutifs, les délégations qu'on leur donne, et ben, ce sont toujours le même genre de délégations, comme on donne toujours le même genre de délégations aux femmes, la petite enfance, l'enfance, etc. Et là, bah, c'est souvent le sport, l'associatif, etc. Donc, c'est vraiment un plafond de verre politique et le pouvoir reste entre les mains d'une minorité sociale. Et quand le pouvoir est concentré, les décisions reflètent les priorités de cette minorité et pas de la majorité. Et c'est un vrai problème pour l'égalité. Et moi, je l'ai vécu aussi en tant que collaboratrice d'élus. J'ai vu l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur, quand tous les élus
enfin pratiquement tous les élus viennent d'une même classe sociale et quand ils s'entourent aussi de collaboratrices et de collaborateurs qui sont aussi issus de la même classe sociale. Donc ça vraiment, ça éloigne encore plus des décisions. Donc, on a des décisions, des politiques publiques qui sont biaisées. Quand les décideurs viennent tous des mêmes milieux, ben, pas mal de réalités disparaissent. Les conditions de travail difficiles, elles sont invisibles. La précarité, elle est invisibilisée. La dépendance aux services publics, ce qui est un vrai sujet en France, eh bien, elle n'est pas prise en compte. Et en fait, nous, on appelle ça des angles morts sociaux. Et le résultat est clair, les politiques sont moins justes, moins efficaces, moins représentatives. Et puis, il y a le message symbolique. Euh, Moi, souvent, en tant que femme, en tant que féministe, je dis souvent, ben, notamment là pendant les municipales, ou quand je vois des réunions publiques et que je vois que des mecs à la tribune, ou alors une femme et 10 mecs à la tribune, et ben, je dis aux décideurs, en tout cas aux têtes de liste, faut que les femmes, faut que les petites filles, faut que les adolescentes puissent se projeter. Et là, on est dans la même chose. Si on fait disparaître une partie de la population, eh bien, c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué de se dire, moi aussi, je peux le faire, moi aussi, je peux y arriver. Donc, nous, enfin, en tant que co-chercheuses et co-chercheurs, on ne vit pas ça comme des échecs personnels. On sait que c'est un symptôme des effets de la mal-représentation. Là, on voit que la démocratie est fragilisée. Et donc, pour réparer tout ça, pour réparer les effets, pour que la démocratie fonctionne pour toutes et tous, pas que pour quelques-uns, il faut vraiment, enfin, nous, il faut vraiment démocratiser cette politique. Et pas pour faire joli, pas pour faire l'apparence, mais vraiment pour enfin, vu l'actualité et vu où on en est en ce moment politiquement, je pense que c'est aussi pour un peu et beaucoup sauver notre démocratie. Voilà, j'arrêterai là. Merci de l'enjeu de sauver notre démocratie et pour des politiques plus justes, plus efficaces, plus représentatives. Laetitia, est-ce que des questions sont arrivées du côté du chat? Absolument. Alors, nous avons actuellement 3 questions. Euh, Tout d'abord, par rapport aux conseils de quartier, donc qui sont des instances qui existent dans les collectivités, la question était de se demander si une réflexion a été menée pour lever les difficultés liées notamment aux horaires de réunion ou aux infos données au préalable aux habitants pour venir finalement s'impliquer dans ces instances-là. Est-ce que les uns les autres avaient déjà mené des réflexions sur cela? Peut-être, je ne sais pas si Nico veut réagir, je vois qu'il bouge en même temps que moi, je tente une première formulation, mais nous, dans notre bouquin pour en finir avec la démocratie participative, on avait pas mal travaillé ces questions-là et on voit bien que du côté des professionnels de la participation, on démultiplie les méthodes, les astuces et les tentatives pour faire en sorte de diversifier la composition des publics qui viennent participer à ce type de réunion publique, quoi. Et donc, soit au conseil de quartier, soit au conseil citoyen, soit aux conventions citoyennes, etc., etc. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que ce questionnement-là sur comment aller au-delà des TLM pour toujours les mêmes. Et comment faire en sorte que des parents de jeunes enfants, des personnes en situation de précarité, etc., puissent à la fois venir, se mobiliser et se sentir légitimes pour parler. Donc, en gros, le boulot, disons, méthodologique et d'outillage pour y arriver est en partie fait, disons. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que ce genre de dispositif-là, situé en périphérie des instances de pouvoir, hein, et donc à la marge de là où se fabrique réellement l'action publique, de là où se prennent réellement les décisions et les arbitrages, ils sont d'une certaine façon un peu voués à l'impuissance. Donc si Et, on arrive à améliorer la composition de ce genre de dispositif sans améliorer la composition des instances de décision, on va creuser un écart et créer encore davantage de frustration, quoi. et c'est là que ça montre que c'est pas uniquement une question technique, mais avant tout une question politique de partage du pouvoir, de dire en fait quelle place sommes-nous prêts
à laisser à ces paroles qui sont moins entendues parce que potentiellement divergentes ou inconfortables, quoi. Et donc, c'est pas que la question de à quel horaire on met les réunions, quels sont les bons canaux de communication, parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même quand ils sont présents, ces paroles sont invisibilisées. Ce que DLP raconte bien, notamment sur le classement dans les listes et les négociations d'entre-deux tours, et ce que j'ai le sentiment que vous montrez aussi sur les élus racisés dans les conseils municipaux. Donc c'est comment on arrive aussi à prendre davantage au sérieux et à donner plus de poids politique à ces paroles-là. Taoufik, puis Violette. Violette, il nous reste 5 minutes Oui, avant de passer à la très troisième court. séquence. 2 points. Je vais appuyer sur le point de Manon et Nico et aller plus loin sur la question de la représentation. Aujourd'hui, il commence à être communément admis en France, même s'il y a d'énormes progrès à faire, qu'il n'est plus possible d'avoir des tables rondes ou des conférences avec 4 participants égale 4 hommes. Il y a encore d'énormes progrès à faire, mais bon, voilà. Euh, Se pose la question d'ailleurs à ce propos de l'annulation des femmes. Les femmes annulent plus souvent les conférences que les hommes puisque elles sont en charge malheureusement plus des tâches domestiques. Ça doit être, c'est de la tâche des organisateurs de conférences de réfléchir à ça. Eh ben, il en va de même sur la question des moments politiques. Quelles sont les bonnes conditions? Quelles sont les conditions incontournables de la bonne tenue d'un meeting politique, d'une réunion politique? Et à partir de quel moment on considère que ça ne peut pas être tenu? Même si les personnes absentes ont de bonnes raisons d'être absentes et que ça ne relève pas du parti ou de l'institution, est-ce qu'on peut se tenir encore une réunion politique avec 10 hommes et une femme, avec 10 cadres supérieurs et un employé de caisse, parce que les autres n'ont pas pu venir? En fait, il y a un moment donné où il faut accepter de ne pas prendre la place parce que l'absence d'autres personnes nuit considérablement à la dynamique collective. Donc là, on est vraiment dans la question de refuser de prendre une place au motif qu'on a mis en place toute une organisation collective participative. Il faut, pour moi, aller jusque-là. Et je laisse je redirai pas mon deuxième point, on verra plus tard. Je laisse la parole à Violette. Merci. C'était pour faire un petit contrepoint par rapport aux instances participatives. En fait, il me semble qu'il y a d'autres types d'outils qui ont existé par le passé ou qui existent actuellement. Le premier, c'est la politisation du sujet. Bon, c'est ce que tu disais, Taoufik, quand tu parlais de la question de la place des femmes. En fait, il y a un mouvement féministe fort dans la société avec différents types d'instances qui portent la question de la présence des femmes et de la représentation politique des femmes. Et ça a des effets. Il y a un rapport récent d'Oxfam sur les inégalités en politique qui est sorti sous l'angle du genre et qui dit, en fait, ça recule, on recule, parce que les lois sur la parité datent de 2001. Donc, s'il n'y a pas une pression continue, en fait, et une mobilisation dans la société, les effets structurels d'exclusion des femmes sont tellement forts que la place des femmes recule. Donc, ça, c'est intéressant. Deuxième chose, je pense qu'on n'a pas parlé d'acteurs qui sont quand même assez importants sur cette question. Même si j'ai entendu que c'était de la politique non partisane, c'est quand même le rôle des partis. Pour ce qui est des classes populaires et de la représentation des classes populaires, la Seine-Saint-Denis, c'est un bel exemple de ça. En fait, s'il y a eu autrefois des élus des classes populaires, c'est parce qu'il y avait un parti communiste qui faisait de la présence des ouvriers à des postes de pouvoir vraiment un élément central de son programme. C'est aussi ce que montrent les travaux de Julian Michi. J'ai vu que son nom et que ses travaux récents sur les élus dans le rural, sur les élus des classes populaires dans le rural avaient été cités dans le chat. Julian Michi il a beaucoup travaillé sur le Parti communiste. Et il montre que c'est l'existence d'une structure de masse soutenue par un pays étranger dans un contexte de guerre froide, etc. Donc c'est un contexte qu'on ne peut pas reproduire là, mais que ça avait des effets. Donc je pense qu'il y a une interpellation à porter aussi du côté des organisations, partis ou autres, puisque la démocratie évolue, mais voilà. Merci beaucoup à tous. Je peux répondre très rapidement sur l'abstention, pareil, en 30 secondes. Et là, je vais reprendre ce livre. Donc, dans ce livre, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont réparti l'ensemble des bureaux de vote en 20 îles de revenus. Donc, les 5% des bureaux de vote les plus riches jusqu'aux 5% des bureaux de vote les plus pauvres. Et donc, ils analysent les résultats aux élections en fonction de ces 20 îles, de manière partisane, de manière géographique, etc. Et il y a un point qui est très intéressant sur les résultats au premier tour des élections européennes 2019 et 2024 dans les quartiers populaires. Grosso modo, 65% d'abstention en 2019, 62% d'abstention, donc une baisse de l'abstention en 2024.
avec le RN, qui est le premier parti de France hors abstention en 2019 avec 9 points, qui garde ces 9 points malgré une hausse de la participation en 2019, en 2024. Par contre, on a LFI qui quadruple son score, qui passe de 4% à 13%. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans une question de débat partisan ou politique. Néanmoins, vous savez toutes et tous que la liste européenne des LFI en 2024 avait fait un effort euh, substantiel par rapport à ce qu'ils avaient fait précédemment en termes de représentation ethno-raciale, avec notamment la présence de Rima Hassan. Euh, et alors, on n'a pas d'études aujourd'hui qualitatives là-dessus. En revanche, je termine là-dessus, on a des études en Grande-Bretagne et en Allemagne qui démontrent la relation entre, d'un côté, la représentation des personnes appartenant aux minorités, enfin, c'est pas comme ça qu'ils les appellent là-bas, mais en tout cas, de la diversité ethno-raciale sur les listes, avec l'incitation au vote, en tout cas l'incitation à aller voter du côté des votants. Voilà, on n'a pas ce type d'études en France, à ma connaissance, Claudette, je vais te laisser répondre. Mais on en a en Grande-Bretagne et en Allemagne, et ça vient corroborer que la représentation incite les personnes qui se sentent représentées à aller voter. En tout cas, je prends deux études et il peut y avoir débat. En tout cas, je pense qu'il faut ouvrir cette discussion. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas une vérité absolue, mais je pense qu'il faut qu'on l'ouvre, cette discussion. Elle est nécessaire. Merci Taoufik. Claudette, vous vouliez réagir? Oui, mais plutôt à la dernière, à la troisième question qui était posée et qui est une vraie question, néanmoins qui nécessite de bien redéfinir les choses. Alors moi, je dirais que diversité ou issue de, enfin diversité peut être effectivement considérée comme une forme d'euphémisation. Issu de, si on parle issu de l'immigration, indique qu'il ne... Alors là, pour le coup, la définition est très claire, hein, c'est une personne qui n'est pas elle-même immigrée, mais dont les parents sont immigrés. Donc, ce n'est pas nécessairement une euphémisation. Et par contre, racisé n'est en rien, je pense, un terme qui contribue à euphémiser, puisqu'il pointe et il met l'accent précisément sur l'assignation, à savoir le fait que des personnes en assignent d'autres, les réduisent à leur différence ou à leur race. Alors, au final, la question peut-être la plus importante, c'est est-ce qu'il reste du commun dans ces manières de fonctionner? Et c'est une vraie question. Et j'y répondrai très vite de deux manières différentes. La première, c'est qu'il nous semble que tous les interlocuteurs que nous sommes là, nous avons tenté de montrer que le commun était difficile dès lors que la représentation politique était appropriée par des catégories sociales, par exemple supérieures, par des personnes blanches ou par des hommes. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse qui n'est pas sur le même plan, c'est que nous, les élus que nous avons rencontrés, et en particulier les élus racisés que nous avons rencontrés, eux sont dans une perspective du commun et sont tous imprégnés, je dirais, d'une conception substantielle de la démocratie héritée des Lumières, à savoir qu'ils représentent l'ensemble de la population et qu'ils ne représentent pas simplement leur communauté. Voilà, donc j'ai répondu de deux manières différentes, me semble-t-il. Merci. Donc, juste pour préciser, Claudette réagissait à la remarque de Redouane dans le chat qui nous disait: les mots utilisés pour parler de ces classes populaires ne cachent-ils pas une forme d'euphémisme de l'altérité et qui confirme le nous et le eux? Que reste-t-il du commun? Je vois qu'il y a encore plein de remarques. On a des remarques sur la question de la rémunération de la participation des habitants. Donc ça traverse aussi plusieurs recherches, plusieurs réflexions. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore vraiment d'études extrêmement abouties sur ce sujet-là, même si ça traverse régulièrement quand même, en tout cas les professionnels de la politique de la ville. Je vous propose qu'on passe justement, oui, ça fait écho, hein, la dernière séquence va nous faire rentrer dans l'après, dans justement les réflexions sur comment on peut
changer les choses, comment on peut défaire ces mécanismes qui produisent de l'inégalité politique, qui ont des conséquences, hein, en termes de construction de politiques publiques inégalitaires, on l'a dit. Ce qui peut être défait et refait, recomposé. Donc, pour regarder ce qu'on peut faire concrètement, je vais donner la parole d'abord à DLP, parce que vous avez travaillé beaucoup sur ces questions-là. Vous avez fait des propositions, vous êtes fixé 10 objectifs. Donc peut-être en binôme, Annie et Taofik pour commencer. C'est Taoufik qui commence. Ok, très Ah, bien. alors Taofik et Annie. Bon, j'ai beaucoup parlé. On a 10 mesures qu'on propose, qu'on a réparties dans différents champs. Euh, donc, c'est nos 10 premiers objectifs, hein, d'ailleurs, hein. Des objectifs dits législatifs et réglementaires, des objectifs de réforme de la vie politique et des objectifs pour l'action publique. Je pense, Annie, que tu vas plutôt prendre la parole sur la question des partis. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les objectifs législatifs et réglementaires et pour l'action publique. Grosso modo, euh, comment dire, j'essaie de voir par rapport à toutes vos questions ce qui est le plus important. Le premier, c'est qu'on propose et on demande un changement constitutionnel. Donc, on demande que la représentation des classes sociales dans la société soit considérée au même titre que la parité de genre. Voilà. Donc, pour cela, c'est très simple. Il suffit de modifier l'article premier et notamment l'alinéa 2 de l'article 1. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes et de toutes les catégories sociales. Ça, ça veut dire qu'on entérine le fait que les dynamiques de lutte de classe, si je reprends un terme marxiste, continuent et existent. Alors peut-être que quelqu'un, un académique ou une académique, aura un terme légèrement moins marxiste, pas de problème. Je suis pas universitaire, donc j'ai la possibilité de m'extraire de cette question-là. En tout cas, pour nous, c'est important et par ailleurs, on propose de modifier l'article 3 et l'article 4. L'article 3 parle de la souveraineté nationale. Aucune section du peuple ne peut s'arroger la responsabilité à elle seule. Et l'article 4 sur le rôle et la mission des partis politiques, euh, où là encore, on remet la question des catégories sociales. Donc en fait, pour faire très simple, nous, ce qu'on veut, c'est faire exister dans nos constitutions que les dynamiques de catégories sociales jouent un rôle en politique aujourd'hui, et c'est important. On a ensuite quelques autres objectifs, mais ça va vite et ça pourra faire le lien avec ce qui a été dit, c'est qu'on pense qu'il faut aller vers une réforme du statut d'élu. Elle a déjà été entamée il y a quelques mois, mais pour nous, c'est pas suffisant. Il y a une réforme du statut d'élu et où il faut prendre en compte euh, euh, les réalités sociales. Je rappelle juste, et Annie, je te laisse la parole, que lors d'un webinaire privé que nous avons organisé avec une chercheuse, elle nous indiquait que l'origine des partis politiques, c'est de permettre justement à des personnes qui étaient exclues de la politique à la fin du 19e siècle d'intégrer la politique, et notamment par la mutualisation de moyens et de moyens économiques. Donc pour nous, c'est important d'aller sur cette question de la réforme en partant vraiment de la réalité sociale. Il y a d'autres mesures, mais je vais laisser Annie continuer. Et voilà, constitution et réformer le statut d'élu, notamment avec la question des indemnités. Annie, je te transfère la parole, le micro. Oui, alors moi je vais plus parler des partis politiques puisque je suis moi dans un parti politique et je vois depuis pas mal d'années comment ça se passe comment se font comment se fabriquent en fait les listes, notamment pour les municipales, et comment sont aussi investies les personnes pour l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est rendre visible l'origine sociale des élus, hein, avec une obligation pour les partis de publier la composition sociale de leur liste. Alors ça, nous, au niveau de DLP, on a mis au point un outil qui peut permettre justement aux personnes qui constituent leur liste de voir quelle est la constitution de leur liste. Et ça peut être intéressant. Et puis souvent, ça peut être aussi une introspection, de se dire, voilà, parce que c'est pas toujours volontaire. Mais voilà, c'est aussi de se dire, ma liste, c'est pas génial. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est qui est au niveau ce processus d'investiture qui soit transparent.
Parce que souvent, le recrutement, eh ben, c'est de l'entre-soi. Hein. C'est quelques personnes qui décident et qui vont chercher et qui mettent leurs copains, leurs copines pour des raisons X, Y. Et donc, on aimerait que les partis, parce que c'est pas que mon parti politique, hein, c'est en général, et peut-être, et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les partis politiques vont chercher des personnes pour les mettre sur les listes et les font élire, qui peuvent être des personnes qui sont à la tête d'une association, à la tête d'un conseil de quartier, etc. Donc on se dit, ouais, je vais la prendre sur ma liste, cette personne, de façon à ce que ça me ramène un électorat. Et ensuite, quand ces personnes sont élues, et moi je l'ai vu à Paris, je l'ai constaté à Paris, où le Conseil de Paris, Paris, c'est très compliqué au niveau du fonctionnement. Derrière, quand ces personnes sont élues, on les laisse tomber. Et donc, ça se passe très mal après. Ces personnes, au bout d'un moment, en ont marre parce on leur a pas expliqué le fonctionnement, parce que c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, c'est aussi ça que l'on propose dans nos 10 préconisations. Là, il y en a d'autres, mais comme dit Taufiq, ça serait trop long. Néanmoins, juste 20 secondes, il y a quand même un qui est important, c'est qu'on Ouais, propose une limitation de la part des classes supérieures sur les listes lors des investitures. Donc en fait, on propose pas, nous, un quota de classes populaires, nous, on ouais, propose un seuil maximal de classes ouais, supérieures sur les absolument. listes, avec un pourcentage qui varie en fonction des catégorisations qu'on retient et du territoire, entre 15 et 25%. Mm. Voilà. Merci Annie Taoufik pour DLP. Donc, si je résume en une phrase, un faisceau de mesures structurelles pour parvenir à la parité sociale et pour rééquilibrer les choses en matière de représentation sociale en politique. Partie prenante, comment vous voyez les choses de là où vous êtes, toujours sur comment on pourrait faire bouger les lignes? Ouais, Manuel merci, et Nicolas. merci de nous tendre la perche. Je pense que c'est assez complémentaire avec ce que propose DLP, puisque nous, on est beaucoup moins dans des logiques de réforme et on essaye plutôt d'essayer de regarder ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes dans le fonctionnement actuel de nos collectivités. Et en fait, on s'est lancé avec Nicolas depuis 1 an dans une petite aventure éditoriale qui s'appelle Lettres aux 500 000 futurs élus locaux. Et tous les mois, on essaye d'adresser les enjeux de démocratisation de l'action publique locale, on va dire jusqu'à la campagne, quoi. Et donc, évidemment, une des premières lettres qu'on a écrites, c'était sur la composition des assemblées, en disant on ne peut pas se satisfaire que le pouvoir local soit aussi centralisé entre les mains des maires, et on a besoin de réinvestir les assemblées, à la fois communales et communautaires à l'échelle des intercos, pour montrer à quel point on a besoin d'un travail collectif entre les élus pour faire en sorte de représenter la population. En disant, en fait, on a vraiment beaucoup tendance à mettre l'accent sur la fonction de décideur des élus locaux, qui sont en fait des représentants. Et représenter, faire en sorte que chaque voix compte, faire en sorte que les absents existent dans les débats, c'est un exercice collégial. Et on a besoin d'une variété de populations pour y arriver, quoi. Et donc, dans notre petite lettre, à chaque fois, on écrit un billet et on fait un petit exercice. Et dans l'exercice, on travaille des façons justement d'améliorer la composition des assemblées. À la fois en disant aux candidats, évidemment, travailler la composition au moment de la composition de votre liste. Mais donc là, j'ai envie de dire, le mal est déjà fait. Hein. On est au mois de janvier et donc les listes sont déjà composées. Et je pense qu'en partie, elles ont toujours les travers qu'on se partage là. Mais l'enjeu, c'est aussi de se dire comment on fait, même si les listes sont imparfaites, pour continuer à travailler à la fois la conscience des biais, c'est-à-dire faire en sorte que les élus, une fois que les assemblées seront composées, soient conscients de tous les biais et de la surreprésentation qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire il faut qu'il fasse l'exercice de se dire, si notre assemblée était à l'image de la population, combien faudrait-il qu'il y ait de locataires? Combien faudrait-il qu'il y ait de personnes des classes populaires? Combien faudrait-il qu'il y ait d'ouvriers? Combien faudrait-il, etc., etc. Donc, il y a déjà un truc il faut que ces assemblées, aussi peu représentatives soient-elles, fassent le travail de prise de conscience sur les biais et sur leurs propres limites. Et il faut aussi qu'ils travaillent leur fonction représentative, c'est-à-dire qu'ils redoublent d'attention pour les absents. On se disait avec Nicolas en travaillant là-dessus que ce serait pas inintéressant d'avoir une série de sièges vides pour représenter toutes celles et ceux qu'on n'arrive pas
à faire venir au sein de l'Assemblée. Peut-être qu'il faut les faire exister ou faire exister leur absence. Ça rejoint ce que disait Taoufik tout à l'heure sur à partir de quand est-ce qu'il faut qu'on annule la réunion si on n'a pas réussi à mettre autour de la table la variété des personnes qui sont concernées, quoi. Et donc, redoubler d'attention pour les absents, ça nécessite de travailler l'écoute et de faire en sorte que les élus soient dans encore une fois, qui considèrent que leur job, c'est de faire exister les absents, et donc d'enquêter, et donc d'écouter, et notamment avec une écoute plus redistributive, c'est-à-dire qui donne la parole en priorité à celles et ceux qu'on entend le moins. Petit complément et rebond par rapport à ce que dit Manon, pour pas donner le sentiment que la balle est uniquement dans le camp des élus et rejeter la patate chaude uniquement aux militants politiques et aux candidats. Comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une part de responsabilité du côté des agents, de tous les praticiens de l'action publique sur la façon dont nous aussi on investit la fonction d'élu, quoi. Nous, on passe notre temps à croiser des agents qui nous disent mes élus, ils sont pas au niveau. Mais ça veut dire quoi, des élus qui sont au niveau? C'est des élus qui maîtrisent tout techniquement parce qu'ils sont surdiplômés, ou c'est des élus qui sont ancrés sur le terrain, en capacité de relayer des paroles qu'on n'entend pas d'habitude. Et donc, il y a aussi un travail, j'allais dire presque introspectif, à faire du côté de tous ces acteurs-là. Et c'est le deuxième point que je voulais ajouter là-dessus, qui fait le lien avec l'ajout de Toufik tout à l'heure, qui me semble fondamental de dire, nous, notre proposition, c'est pas un seuil minimum pour les classes populaires, c'est un quota maximum pour les classes supérieures. Et qu'en fait, si on veut rééquilibrer et lutter contre les inégalités de représentation, il faut autant travailler le disempowerment de tous les acteurs en position de pouvoir que l'empowerment des acteurs en position plus démunis ou dominés, quoi. Et que voilà, qu'est-ce que ça veut dire travailler ce disempowerment? C'est ce que disait Toufik tout à l'heure sur renoncer à prendre la place pour la laisser à d'autres, même si finalement cette place reste vide. Et que parfois le vide est aussi plus important. Et du coup, nous, ce qu'on en retient en termes plus opérationnels, c'est qu'en fait, tous les outils de l'éducation populaire qu'on a l'habitude de mobiliser avec les classes populaires, peut-être qu'on gagnerait à les utiliser avec les DG de collectivités, avec les exécutifs de nos communes et de nos intercos. Manon et Nicolas. Donc, travailler la représentation réelle, miroir des assemblées, mais aussi rendre présents les absents. Et puis aussi, moi, ce que je retiens, c'est laisser sa place quand on est en situation de domination politique. Et ça demande effectivement un travail de fond et un travail pratique. Et puis, autre question intéressante, la responsabilité aussi des agents publics, de tous les fonctionnaires qui construisent les politiques publiques, qui ont aussi un rôle à jouer dans ces logiques de démocratisation en changeant leur positionnement. Si on se tourne vers nos collègues chercheuses et co-autrices de l'étude sur les élus en Seine-Saint-Denis, alors votre étude est prospective, mais j'imagine que vous avez des choses aussi à dire au terme de cette étude sur comment on pourrait briser les plafonds de verre euh, en matière de représentation politique. Et donc la parole est à Hélène. Bonjour à tous. Donc, que faire pour remédier aux inégalités qu'on vient de constater? Deux pistes. Deux pistes peuvent être tirées de notre recherche. Il y en a une qui n'a pas été encore discutée et l'autre dont on a déjà pas mal parlé, que je vais préciser. Donc, la première piste, c'est de développer les listes citoyennes. On a constaté depuis 2014 la multiplication de ce type de listes. Alors, quel est l'enjeu et l'intérêt de ces listes? D'abord, c'est une manière des populations insuffisamment représentées dans les conseils municipaux d'être représentées. Classe populaire, femmes,
et personnes racisées, puisque c'est sur ces 3 éléments que nous avons travaillé sur notre recherche sur la Seine-Saint-Denis. C'est aussi une manière de faire valoir le rôle des associations, qui travaillent notamment dans les quartiers, le rôle de l'animation, le rôle de l'éducation populaire. Et puis, c'est une manière de se faire entendre de manière autonome, liste citoyenne, souvent qui veulent être hors des partis politiques. Mais on a constaté aussi des limites sur 3 plans. D'abord, le succès de ces listes, et le faible succès aussi de leurs revendications. Limite aussi de leur autonomie. En effet, ces listes, au moins toujours au 2e tour, doivent composer avec des partis politiques. Donc on dirait plutôt, pour reprendre une expression, qu'elles sont en lisière des partis politiques. Et puis, 3e limite, c'est sur le fond. C'est-à-dire que ces listes, au fond, expriment plutôt la volonté que des personnes soient représentées plutôt que la manière de changer la façon de faire la politique. Et c'est bien ça qui est le problème, au fond, tel que nous sommes en train, en ce moment, de le discuter, je pense, à travers aussi des propositions qui ont été faites précédemment. D'où notre 2e piste. Notre 2e piste, c'est que il est nécessaire d'objectiver les inégalités de représentation par des enquêtes spécifiques, de les diffuser, de les faire discuter. L'enjeu, c'est de mettre donc les enjeux politiques au centre, avec tous les facteurs d'inégalité, sur l'ensemble des processus, depuis la constitution des listes, jusqu'à l'attribution d'un certain nombre de délégations dans les exécutifs. Quel est l'intérêt de ça? C'est, comme on l'a dit, de travailler justement au changement de mentalité, aux prises de conscience de ces inégalités, aux blocages qui sont dus tout particulièrement, aussi bien sûr à l'appartenance sociale, mais au genre et à la racisation. Donc il faut arriver à travailler sur ces changements dans le personnel politique, comme on l'a dit, donc les partis plus largement, et le personnel administratif, toutes ces personnes qui gravitent autour de ce personnel politique. Et puis, il faut travailler aussi à la prise de conscience des mécanismes de minoration dans les structures associatives, dans les collectifs, justement, montrer que ces enquêtes que nous menons tous, ces recherches participatives, peuvent contribuer à développer de la confiance en soi, dont on voit particulièrement pour les femmes qu'elle est importante. Et il faut valoriser les savoirs, les compétences qui sont issues des ancrages sociaux et des expériences qui, là aussi, sont souvent délégitimées d'avance. Donc, pour conclure, je dirais que objectiver les inégalités par des enquêtes spécifiques, c'est une façon de renforcer la représentativité des populations minorisées, que ce soit des classes populaires, des femmes, des personnes racisées, en les légitimant. L'exemple de la Seine-Saint-Denis, sur lequel nous avons travaillé, est très parlant sur les avancées et les fortes limites qui demeurent. En préparation, nous avons, outre la rencontre du 4 février dont nous avons parlé à Profession Banlieue, nous avons une rencontre publique avec des élus, et si possible aussi avec des candidats qui n'auront pas été élus. Cette rencontre publique, nous pensons qu'elle pourra avoir lieu en juin, pour présenter justement les résultats de notre enquête, en discuter et voir quel prolongement pourrait être donné à l'échelle des villes, à l'échelle du département, etc. Voilà, et je rappelle la parution de notre livre prévu pour fin février, qui serait le support de ces discussions, Élus des banlieues populaires aux presses universitaires de France dans la collection Vie des idées. Merci.
Merci infiniment, Hélène, et merci à notre panel d'intervenants. C'était très riche et on voit qu'on a plein de munitions hein, et plein de manières différentes d'essayer de faire bouger les choses structurellement. Si on se tourne du côté du chat maintenant et des questions et des interrogations. Alors, oui, on a effectivement pas mal de questions. Peut-être commencer par la question du tirage au sort qui était resté en suspens tout à l'heure et à laquelle Nicolas Rio a pu commencer à répondre à l'écrit. Alors, je vais peut-être d'abord passer la parole à Claudette qui avait, il me semble, interrompu son propos pour le garder pour la fin. Et puis après, vous laissez réagir les autres intervenants, intervenantes si vous voulez compléter. Euh, Personnellement, je n'ai pas énormément de choses à dire sur le tirage au sort. D'abord parce que enfin moi je suis une chercheuse et donc je ne l'ai pas particulièrement analysé. Donc effectivement, je laisserai plutôt répondre celles et ceux qui ont de l'expérience là-dessus. Moi, j'ai une petite tendance à penser que parfois ça peut aider, mais que c'est pas non plus la panacée. Mais voilà, ce n'est pas documenté ce que je viens de dire là. Pour rebondir là-dessus sur la question du tirage au sort, j'ai effectivement commencé à y répondre dans le chat en disant ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça peut avoir le mérite de mettre la question à l'agenda et de double façon sur à la fois le poids de l'abstention et comment on donne du poids politique aux absents et aux abstentionnistes dans nos assemblées et sur la sociologie de nos élus. En tout cas, nous, la proposition qu'on fait, c'est de dire, hybridons le mode de désignation de nos représentants, ce qui permettra d'arrêter de les appeler élus, qui est uniquement leur mode de désignation, en disant, il y en a une partie qui sont désignés par l'élection, parce que l'élection, c'est important, ça permet de faire campagne, de défendre un programme, etc. Mais que la part de nos conseils municipaux ou de l'Assemblée nationale qui est composée d'élus est proportionnel au taux de participation. Et donc, s'il y a 30% d'abstention, il y a 30% d'élus, de représentants en conseil municipal qui sont tirés au sort. Et on utilise le tirage au sort pour corriger le déficit de représentativité des élus. Donc, s'il y a une surreprésentation parmi les élus des classes supérieures, on va tirer au sort des personnes issues de classes populaires pour siéger en conseil municipal. Hein. Tous seront conseillers municipaux au même titre. Donc, effectivement, c'est une proposition assez structurelle et pas évidente à mettre en place dans le contexte actuel, mais ça aurait aussi le mérite d'éviter le côté comment dire, une personne, enfin un arbre qui cache la forêt, quoi. Et qu'en fait, si on fait rentrer qu'une seule personne dans l'Assemblée, structurellement, ça marche pas parce qu'elle sera toujours prise au piège de cette présomption de soit vouloir défendre les siens, soit de vouloir les trahir. Alors que si on en fait rentrer plusieurs, on se rend compte que en fait, les classes populaires n'ont pas tous les mêmes opinions, n'ont pas tous le même vécu, ne défendent pas tous la même chose, et juste on élargit et on améliore la qualité délibérative de nos institutions publiques. Et juste, si je peux rajouter quelques secondes là-dessus, c'est hyper important la question de la représentation. Moi, à titre perso, je vais même sur la surreprésentation. Voilà, c'est pas une position qu'on défend dans la démocratie et la politique, mais moi, je pense qu'il faut surreprésenter. Mais même ça, c'est pas suffisant. Je prends une anecdote. À l'école, mon fils de 9 ans, il y a 2 ans, revient en chantant une chanson Oh la menteuse, elle est amoureuse, que j'avais apprise moi-même il y a 30 ans auparavant. Et en fait, ça m'a frappé sur la manière dont se continuent des stéréotypes, des idées reçues, des chansons, des jeux. Et en psychologie sociale, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes pour continuer un système. Donc la représentation compte, changer les règles, mais on doit aussi comprendre comment, euh, dans nos inconscients, la culture continue de transmettre des stéréotypes, des préjugés sur notre perception des compétences, de la valeur des personnes qui doivent nous représenter en politique. Donc, je voulais intervenir pour préciser cette question. Oui, c'est important, bien sûr, d'augmenter la représentativité, hein, par exemple par le tirage au sort. Mais l'essentiel du problème, il me semble pas là. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que ces personnes minorisées sont représentées par le tirage au sort,
Le problème, il est qu'il faut qu'elles assurent un certain nombre de mécanismes de décision, de délibération, etc. Et c'est toute la question de la formation, déjà, de ces personnes, de ces néophytes, de ces personnes qui n'ont pas eu d'expérience auparavant, sauf peut-être au niveau associatif, de ces profanes, comme on dit en politique. Et c'est toute la question justement de tous ces mécanismes dont on a beaucoup parlé, qui vont faire en sorte que ces personnes, eh bien, elles soient délégitimées au fur et à mesure, décrédibilisées, etc., qu'elles perdent pied au fur et à mesure de leur mandat. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Seine-Saint-Denis, comment des jeunes qui sont entrés dans des conseils municipaux vont finalement ne pas se représenter ensuite ou vont perdre pied en cours de mandat parce que toute la structure politique fait que, eh bien, ça n'est pas la façon de penser la politique aujourd'hui et de la faire. Et c'est tout ça qu'il faudrait arriver à transformer, tout ce système-là. Merci beaucoup. Je vais passer à une prochaine question assez rapidement parce que l'heure tourne. Une question de Madame Bappel qui pointait qu'un rapport d'Oxfam mettait en avant le risque pour la démocratie de l'intelligence artificielle et elle se posait la question de savoir si à l'heure actuelle du développement donc de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui a l'effet voilà de fausser la perception de nos réalités, est-ce que finalement les préoccupations qu'on porte aujourd'hui sont pas vouées aussi à l'invisibilisation ou en tout cas à des tentatives aussi de manipulation? Si ça peut faire réagir l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. Peut-être pas forcément d'inspiration sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'on manque de recul. C'est juste que c'est un énorme sujet et je pense que ça mérite un traitement à part. Enfin, moi, ouais, enfin, bref, voilà, je pense que c'est très intéressant, mais il faut un traitement à part tellement la question est importante et colossale. Moi, j'avais une micro-remarque, sans plomber les choses en termes de temps, pour réagir par rapport à ce que disait Annie sur la question des partis politiques et donc travailler pour que justement les partis constituent des listes de candidats plus représentatifs socialement. Il me semble que la question, elle est pas elle se pose pas seulement au niveau des élus, mais même au niveau de la composition des directions des partis eux-mêmes et de la composition des partis eux-mêmes qui s'est énormément gentrifiée. Et donc, on ne peut pas penser à une égalité d'accès à la politique plus forte si on a des partis qui fonctionnent de manière de moins en moins représentative aussi socialement. Et c'est une tendance forte, cette gentrification des partis politiques et de leur composition qui a été soulignée par pas mal d'études politiques. Deuxième remarque très brève, il me semble que la question de déconstruire les mécanismes de domination politique passe par aussi un réarmement de l'autonomie des groupes sociaux subalternes. Et ça veut dire qu'il faut penser des politiques publiques qui sont capables de leur garantir des ressources pour intervenir massivement en politique. Et je vais prendre un exemple, la question du temps. Il faut du temps pour faire de la politique et je pense que pour faire bouger les lignes, il faut aller au-delà du politique pour penser une réduction du temps de travail qui permettra aussi aux personnes issues des classes populaires et des groupes sociaux subalternes d'avoir les marges de manœuvre et l'espace pour s'investir aussi en politique. Mais il y a d'autres exemples. Merci Cyril. Est-ce Euh, est-ce que je peux réagir rapidement? oui, rapidement, oui. Ouais, c'est juste pour dire que c'est un petit rebond sur ce que tu viens de dire, Cyril, sur les partis. Je pense que c'est aussi ça le sens de l'investissement de militants des quartiers populaires dans des listes citoyennes. Enfin, c'est aussi parce que la trajectoire à l'intérieur des partis, qui est aussi quelque chose qu'on a observé, des élus racisés de premier plan qui ont fait toute leur place dans un parti, en fait, elle est longue, difficile et souvent individuelle. Et du coup, la liste associative, enfin, ou citoyenne, elle permettait à certains de se faire valoir dans la compétition électorale directement sans passer par les partis. Prochaine question donc de Monsieur Bréjon qui rejoint un peu ce que Nicolas Rio disait tout à l'heure sur le rôle des techniciens. Donc je lis, vous parlez
vous n'avez pas trop parlé du contre-pouvoir des services qui sont souvent contre la participation citoyenne. Il me semble que Alice Mazo avait dit, je cite, la participation citoyenne ne sert à rien, c'est juste une finalité obligée, impuissance organisée et les agents de l'État qui sont contre. Est-ce que vous souhaitez développer, Nicolas, ou d'autres qui souhaitent réagir assez rapidement? Je sais que le temps est assez court, malheureusement. Et du coup, sur le rôle que les techniciens peuvent avoir. Là aussi, j'ai peur que ça nous emmène sur encore un vaste sujet, alors qu'on a déjà dépassé le temps de la visio du jour. Mais par contre, reconnaître la place de l'administration, qui est à la fois pouvoir et contre-pouvoir, et de se dire on ne peut pas penser la place des élus et leurs fonctions sans travailler les effets d'interdépendance qu'il y a avec les agents et de se dire en fait les rôles se construisent un peu par assignation mutuelle, ça c'est certain. Merci, j'enchaîne sur la suite. Suite et fin. Donc, Damien D, effectivement, qui nous disait, on parle beaucoup de la représentation et c'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Mais est-ce que plutôt que d'améliorer le système, il faudrait pas se poser la question d'un changement peut-être plus radical de système et re-questionner ce modèle-là? Peut-être là-dessus, pareil, un très, très grand débat. On pourrait passer 2 heures à se poser la question de quel est le juste système pour faire en sorte que chaque voix compte et pour faire exister la promesse démocratique de une personne, une voix et d'une même capacité à faire valoir nos droits, quoi, où qu'on soit. Nous, on a plutôt tendance à faire l'hypothèse que dans une société structurellement inégalitaire, dans lequel effectivement on n'a pas le même rapport au temps, à la hiérarchisation de nos priorités vitales. Pour le moment, on n'a pas inventé de système plus efficace que de faire en sorte d'avoir des personnes en charge de représenter tout le monde, quoi. Si tant est que, effectivement, on soit beaucoup plus exigeant et on arrive à aller au-dedans et au-dehors, hein, comme disait Nicolas tout à l'heure avec l'existence des contre-pouvoirs, à faire en sorte de les acculer de sorte à ce que chaque voix compte et qu'ils fassent vraiment ce taf représentatif. Mais enfin, en tout cas, on fait plutôt l'hypothèse que les mécanismes de démocratie directe ou voilà, de plus grande sollicitation au quotidien des citoyens en direct viendraient plutôt augmenter les inégalités de représentation parce qu'effectivement, on n'a pas tous le même rapport au temps, on n'a pas tous les moyens financiers, on ne se sent pas tous autant légitimes, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler tout ça, mais en attendant, la question de faire en sorte d'avoir des représentants pour se soucier de faire exister les absences, ça nous paraît pour l'instant être le système le moins inégalitaire en tout cas. Et peut-être pour compléter, en tout cas, je dirais que moi, je vois les choses en trois courtes étapes, enfin, parallèles. Un, il faut qu'on éteigne des incendies. Voilà, il y a des incendies à éteindre et donc il faut agir parce que ça a des incidences directes sur la vie des gens. Deux, il y a des choses structurelles qu'on doit être capable de viser à 3 ou 5 ans. C'est le cas des propositions que nous faisons, par exemple. Et trois, il y a cette question du changement de système. Et moi, j'ai envie de vous laisser avec un mot, un concept qui s'appelle la schismogénèse que j'ai découvert dans un livre de David Graeber et David Wengro. Et ça consiste à quoi, en fait? Ça consiste à dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que nous sommes tout à fait capables, en tant que groupe social, de changer profondément les règles du jeu. Voilà. Il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Et pour ça, il faut qu'on accepte de croire que les choses peuvent changer. Voilà. Mais ça demande le concours de tout un tas de choses. Donc, en attendant, éteignons les incendies et visons à transformer structurellement ce qui peut être fait à moyen terme. Du coup, je repasse la parole à mes collègues pour la petite conclusion. Ok, un petit mot peut-être pour vous remercier déjà, enfin, à la fois les intervenants et puis tous ceux qui ont réagi, qui ont écouté, un grand merci. C'est un peu ce qu'on avait annoncé, c'est des moments qui nous amènent un peu une prise de hauteur, du recul. Ça a souvent été dit, ça nous aide à objectiver, ça me paraît super important.
Sans refaire une synthèse, parce que c'est tellement riche, il y a eu tellement de choses, mais ce qui est marquant, je trouve, c'est que vous revenez quand même sur des fondamentaux de la démocratie, la question des représentants. Et enfin, vous avez eu des exemples ou des manières de dire les choses, moi j'ai trouvé super éclairantes, du genre, on insiste beaucoup sur le caractère d'un élu et de sa fonction de décideur, et on oublie un peu sa fonction de représentant. Des exemples, parce que quand on parle de, quelque part, vous nous amenez du savoir, la prise de recul, c'est ça, hein, c'est amener de la connaissance, objectiver pour mieux comprendre les choses. Et moi, je suis persuadé que la force des exemples est très importante pour transmettre du savoir. L'exemple de l'Assemblée générale où il n'y a que des propriétaires et il n'y a aucun locataire, je trouve ça assez fort, mais le parallèle avec la parité homme-femme aussi, enfin bref, merci pour tous ces apports et cette capacité à transmettre. Je pense que notre rôle, c'est ce qu'on essaye de faire modestement là, et puis tous les gens là qui écoutent et que ça a pu marquer la question d'après, c'est comment on partage tout ça plus largement. Enfin, moi, ça me questionne beaucoup depuis tout à l'heure. Comment on arrive à le diffuser, à le transmettre au-delà de ceux qui sont peut-être déjà convaincus. J'espère que dans les auditeurs, d'ailleurs, il n'y avait pas que déjà des gens qui étaient déjà convaincus en se connectant, parce que c'est un peu l'idée de comment on continue à essaimer ça et à le partager plus largement, parce que les transformations dont vous parlez, vous avez en plus apporté des exemples aussi très concrets. Maintenant, c'est la question des petits pas, quoi. Quels petits pas chacun peut faire de son côté? Moi, c'est ce qui va me questionner. Comment tout ce que tous ces échanges qui nous nourrissent, comment je vais dès demain, dès cet après-midi, comment ça va me nourrir et comment ça va m'amener à faire un petit pas de côté. Voilà, c'est ce que je pourrais peut-être vous inviter à faire. Et comme on disait tout à l'heure, c'est frustrant, mais j'espère que ça donnera envie de creuser les uns et les autres un peu plus loin et de prendre des contacts peut-être, etc. Voilà. Merci vraiment beaucoup à tout le monde pour cet échange. Rémi, peut-être pour les suites? Oui, carrément. Tu nous demandes comment est-ce qu'on continue. Eh ben, déjà, on peut continuer ensemble avec les deux prochaines dates de la participation sur le grill, avec une seconde séance, je le répète, le jeudi 19 mars, midi 13h30 toujours, sur l'acceptation de l'altérité sociale dans l'activité démocratique. Et puis une troisième, le mardi 19 mai, sur la pluralité, l'autonomie et la reconnaissance des initiatives démocratiques aux yeux des institutions. Et puis là-dessus, ben, une nouvelle fois vous remercier, vous souhaiter une bonne après-midi et puis à bientôt alors.